Bonsoir à tous et toutes. Et je suis très heureuse d'être ici. Et je veux remercier surtout Côte et Camille Tambier et Jean-Pierre Luc et tous les autres copains et copaines qui m'ont invité ici. Je viens de New York et je vais chercher de parler en français. Alors, si n'est pas beaucoup de fois je ne suis pas claire, quelquefois je ne suis pas claire, vous faites un signe et je vais chercher de répéter mieux. J'ai été invitée ce soir ici pour parler d'une campagne, une campagne politique qui s'est déroulée dans les années 70, au commencement des années 70, la campagne pour le salaire au travail ménager. Et on m'a dit de parler de ça parce qu'il semble que beaucoup de fois, lorsque les copains et copaines se sont mobilisés pour les salaires étagistes, ils ont été accusés de vouloir porter des relations marchandes in un territoire qui devait être maintenu, comme on dit, libre de relations marchandes, ou qui ont été accusés d'être des réformistes, qu'il faut faire la révolution, qu'il faut combattre le capital, mais pas, il semble que lutter pour les salaires contre le travail non payé n'est pas suffisamment, est une stratégie qui a porté beaucoup de critiques. Alors, nous m'ont demandé de parler de cette campagne, pourquoi nous avons décidé, je me réfère à tout un réseau de femmes féministes dans le mouvement féministe, qui avaient décidé d'adopter cette stratégie, la stratégie de salaire au travail ménager, m'ont demandé de parler de la logique, de la raison fondamentale, pourquoi nous avons choisi cette stratégie, et pourquoi nous avons dit et écrit beaucoup de fois dans notre pamphlet, dans notre discours, nous avons dit que c'était une stratégie révolutionnaire. Et aussi m'ont demandé de faire une connexion avec la lutte des étudiantes. Parce qu'au même temps que nous demandions dans le passé le salaire au travail ménager, il y avait aussi la demande du salaire pour les étudiantes, le salaire pour le travail d'étudier. Bon. Alors, ça va être le thème de ma présentation ce soir. Et j'espère qu'il va être d'aide à la lutte des étagistes, parce que je crois que c'est une lutte très importante et m'impressionne beaucoup. Je suis très heureuse de voir qu'il y a une réponse, et que les jeunes sont en train de se mobiliser contre tout ce travail non payé, qui continue à s'expandre. Il continue à s'expandre. Il semble qu'aujourd'hui, même dans l'école secondaire, on demande aux étudiants de faire du travail non payé. Le travail non payé, au lieu de se réduire, a continué à s'expander. Bon. Alors, avant tout, la campagne de laquelle je parle est une campagne qui s'est lancée dans l'année 1972, et a été lancée pour un groupe de femmes locales en pays différents, Italie, l'Angleterre, les États-Unis, et après l'Allemagne, la Suisse. Et bon, c'était une campagne qui venait d'une longue discussion, et d'une analyse très importante qu'on a fait, pendant dans le mouvement féministe, pour comprendre
quelles sont les racines de type particulier d'exploitation, le type particulier d'oppression que les femmes ont souffert dans l'histoire de la société capitaliste. Non? Les femmes, que c'est une oppression qui est différente de l'oppression de l'opprolétaire masculin, non? Qui a condamné la femme à une position plus subordonnée, non, que les hommes dans la société capitaliste. Ça a été une question donc, très, très importante dans la phase du mouvement féministe. Je vois ici un nombre de femmes qui ont mon âge, plus ou menos, plus ou moins. Non? Et on se rappelle que dans la première phase, non, il y avait le sentiment de la révolte, de la rébellion, non, le sentiment de rompre avec toute une histoire de soumission, de subordination sociale. Mais à la fin, il est important de comprendre pourquoi. Pourquoi on ne peut pas diviser une stratégie de lutte sur le longue place si on ne comprend pas quelle est la racine du problème. Non? Comme il y a une maladie, il faut comprendre quelle est la maladie pour trouver une thérapie. Il y avait une grande discussion dans le mouvement. Non? Quel est le problème? Pourquoi les femmes ont été tant discriminées, non, aussi dans la société capitaliste? Non? Et il y avait des réponses différentes. Non? Il y avait les femmes radicales qui parlaient du patriarcat. Elles disaient le patriarcat, c'est une chose qui traverse toute l'histoire. Non? Dans beaucoup de sociétés, les hommes ont dominé la femme. Bon, c'était une réponse. Il y avait la réponse des femmes socialistes qui disaient les femmes sont discriminées dans la société capitaliste parce qu'elles ont été confinées, elles ont été réduites à un type de travail, le travail domestique, non? Le travail au ménage, non? Qui les a exclues de la production sociale de la richesse. Un autre mot, à la différence des hommes, à la différence de le prolétaire homme, non, les femmes ne produisent pas richesse pour les capitalistes. Alors, les femmes n'ont pas le pouvoir de détruire le capitalisme. Parce que tu ne produis pas la richesse pour elles, tu ne peux pas de la machine qui produit le capitalisme, non? Tu n'as pas le pouvoir de le fermer. Bon. But I have Spanish that comes into my words. Mais nous venions d'une expérience, nous venions de la gauche aussi, mais on venait d'expériences différentes. Non? Et nous avons fait une analyse très, très différente, non? Du travail ménager, du travail domestique. Non? Et nous sommes arrivés, avec notre analyse, à une conclusion totalement différente. Non? Parce que dans notre compréhension, non, de l'histoire de ce travail, et de sa fonction, non, dans la société capitaliste, non, nous avons compris qu'au contraire de ce qu'on a dit pour beaucoup de temps, et surtout dans la gauche, non, au contraire qu'il était un travail précapitaliste, qu'il était un travail non, pas productif, non, qu'il était un travail qui était hérédité, non, d'une société précapitaliste. Bon, nous avons conclu que ce travail, non, c'est un travail très, très important, central, fondamental, non, pour la production et toute l'organisation du travail capitaliste. Parce que nous avons vu une chose qui est très, très claire. Non, il a fallu une génération de révolutionnaires masculins pour ne pas la voir.
nous avons vu que ce travail produit la force travail, produit le travailleur, non, et la travailleuse. Alors nous avons compris que l'organisation capitaliste du travail, non, ne passe pas seulement pour les usines, ne passe pas seulement pour les usines, parce que les socialistes, les marxistes pouvaient voir seulement les usines. Il n'y avait pas que la révolution, c'était tout dans les usines. Mais nous avons vu que pour avoir des ouvriers qui vont à l'usine ou dans les offices, il faut aussi une autre chaîne de montage. Comment ça s'appelle? Assembly line. Comment ça s'appelle? Si, chaîne de montage. Non? Et que c'est une chaîne de montage qui passe pour notre chambre à dormir, pour la cuisine, non? C'est dans la communauté où on produit un autre type de marchandise. Et cette marchandise, c'est la force travail. Que la femme, ce que s'appelle le travail domestique, qui s'appelle le travail au ménage, en réalité est la production et reproduction de la force travail. Bon. Alors, nous avons compris, a été vraiment une illumination qui nous a fait changer beaucoup de choses. Changer beaucoup de choses parce que nous avons compris qu'en réalité, ce travail est la base. Ce travail est la base de toute l'organisation du travail capitaliste. Parce qu'ici, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de production. Non? Et aussi qu'avec la dévalorisation systématique, la dévalorisation et la invisibilisation du travail domestique, non? Qui n'a jamais été reconnu comme travail. Non? Le capital, la classe capitaliste tout entière, non, a été capable d'épargner millions et millions et millions d'argent, non, parce qu'il n'a pas été obligé à construire les infrastructures nécessaires pour nous demander à travailler. S'il n'y avait pas de femmes à la maison qui gardaient les enfants, qui gardaient les malades, qui gardaient les personnes qui ne sont pas autosuffisantes, non, le capitalisme avait dû construire toute une infrastructure reproductive, non? Et ils n'ont le font pas, et ils ont réduit le coût. Ils ont réduit le coût de production de la force de travail immensement, non? Mais, comme on dit, au coût, non, de la dépendance des femmes, de la pauvresse des femmes et de la super-exploitation des femmes, non? Lorsque nous avons compris ça et nous avons fait une analyse, je crois, très, très importante qui n'a jamais été appréciée suffisamment, aussi du salaire. Qu'est-ce que c'est le salaire, non? Parce que nous avons vu que le salaire a beaucoup, beaucoup de dimensions que les théoriques marxistes n'ont pas reconnues. Le salaire est une moyenne pour mobiliser la force de travail, pas seulement du travailleur salarié, mais elles servent aussi à mobiliser en même temps la force de travail de non-salarié. Ce qui signifie qu'avec un salaire, non, la classe capitaliste compre, achète deux travailleurs. Et aussi que le salaire est une moyen d'invisibiliser, non? De nascondre le travail, de nascondre territoire entier d'exploitation. Et est un moyen aussi de créer des divisions hiérarchisantes entre les salariés, les non-salariés, non, qui sont occultés à travers le genre, à travers la race, à travers l'âge, mais qui à la fin, non, opposent, divident ceux qui travaillent pour un salaire et ceux qui travaillent sans salaire, non? Et
tout le racisme, le sexisme a servi à occulter, non, aux formes d'exploitation sauvage. Forme d'exploitation sauvage, non, dans un système qui se prétend d'être démocratique. Alors, elle doit justifier, non, beaucoup de formes d'esclavitude, les doit justifier comme s'ils font choses naturelles. Bon. Et à partir de cette analyse, non, cette théorie, cette compréhension de qu'est-ce que c'est le salaire et qu'est-ce que c'est le travail domestique, que nous avons décidé, non, que pour empêcher à changer, non, que comme stratégie de lutte, que la stratégie de lutte plus importante pour nous, pour changer la condition des femmes et la relation des femmes au capital, et la relation des femmes aux ombres, la relation des femmes à l'État, était important, non, de lutter pour les salaires au travail ménager. Pourquoi? Quelles ont été, non, les raisons que nous avons devisées pour faire ce choix? Non? Nous l'avons décidé avant tout parce qu'en demandant un salaire pour le travail ménager, non, nous avons fait une œuvre de masquement, comme on dit, de masquerer, non? Nous avons soulevé le voile sur tout un territoire d'exploitation que jusqu'à ce moment, aucun révolutionnaire avait vu. Non? Nous avons empêché à montrer, non, que le travail ménager fait en réalité, non? Et la connexion vitale entre la communauté, entre notre maison, notre famille, non? Et les usines et les places de travail salariés. Non? Alors, nous avons soulevé, non, le voile sur ce territoire d'exploitation. La seconde raison était que nous avons compris que la première chose qu'on devait faire était de poser une fin à tout ce travail non payé, non, qu'on faisait, parce que tout ce travail non payé était vraiment la source, la nourriture du capital. Non? Que de dire non au travail non payé est vraiment attaquer le capitalisme à ses racines. Parce que le capitalisme, non, est un monstre qui se gonfle de travail non payé. Marx aussi l'a reconnu, non? Que le surplus values est un surplus de valeur. Le surplus values est un surplus de work, de travail, non? Que le capitalisme, c'est sa nourriture est un surplus de travail, non? Et alors, tout ce travail non payé que nous faisons, que notre mère a fait, que notre grand-mère a fait, génération de femmes qui ont travaillé du matin au soir, sans vacances, sans se reposer à Noël. À Noël, on travaillait beaucoup plus que de tout le bon. Et à la fin, on a dû demander de l'argent à son mari pour aller acheter son nom. Une pullover. Et, bon. À la fin, on dut être dépendante. Et lorsque l'homme, non, à la fin, lorsque fait comment se dit, je n'ai pas les mots, dire, qu'est-ce que fait ta épouse? Dépendante, non? La parole, le mot dépendante, comme, bon. Nous avons compris, je crois. Alors, oui. Alors, nous dit, pas, seconde raison, pas la fin du travail. Si nous devons avoir un féminisme anticapitaliste, la première étape est de dire non à ce don,
non, à faire du travail gratuit pour les capitalistes. Non? Bon. Troisième, nous devons nous approprier de la richesse que nous avons produite et que notre génération de femmes et des hommes ont produit. Alors, le salaire comme une forme de réappropriation. Quatrième, non? On doit évaluer l'importance d'une stratégie, non? En l'analysant, pas seulement en soi-même, mais par rapport à les alternatives. Alors, quelle était l'alternative? L'alternative était de lutter pour pouvoir avoir un travail extra-domestique. Lutter pour pouvoir avoir un second travail. Non? Et nous avons dit, non, nous rechassons ça. Parce que beaucoup de nous déjà font un second travail. Beaucoup de nous avaient un travail hors de la maison. Et c'est bon, c'est une nécessité. C'est une nécessité maintenant. Mais nous ne voulons pas le poser comme une stratégie. C'est une chose, travailler hors de la maison pour nécessité, mais pas le prôner pour une stratégie. Que se passe lorsque tu dis que nous voulons nous émanciper, lutter pour la liberté des femmes, la libération des femmes, en luttant pour un travail salarié? Ça signifie dire avant tout que nous ne travaillons pas. C'est admettre que le travail ménager n'est pas un travail. Et nous avons décidé que non, que de ce moment-là, on devait reconnaître le travail ménager comme un travail. Alors dire, nous voulons travailler, le droit au travail, c'était dire de nouveau que le travail ménager n'est pas un travail. Deuxième, si nous rechassons de terminer notre dépendance en faisant du travail. Alors, si une femme veut travailler hors de la maison, elle le doit faire. Mais nous ne voulons pas être obligés à faire du travail pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour ne doit pas être dépendante de les hommes. Non? Et pour cette raison, nous avons décidé qu'il était important d'emprunter cette campagne, que jamais nous avons vue comme une chose révolutionnaire. Non? Bon, on veut dire que nous ne l'avons vue pas comme la fin de la lutte. Non? Pour nous, elle était révolutionnaire, mais pas la fin de la lutte. Pour nous, la campagne pour le salaire au travail ménager, c'était une stratégie pour changer le rapport de pouvoir entre les femmes et le capital, entre les femmes et l'État. N'était pas une position finale. N'était pas une position finale. C'était attaquer un type de travail et des conditions qui avaient construit et qui avaient imposé et qui avaient continué à exister parce qu'il était non payé. Alors que terminer cette situation de travail gratuit, pour nous, c'était le chemin plus rapide à changer notre rapport au travail domestique. Nous avons dit, non, ils nous ont emprisonnés dans les maisons parce que dans les maisons, nous travaillons sans payer. Non? Mais si demain, nous imposons que nous allons payer pour ce travail, beaucoup de choses se vont changer. Et nous avons compris surtout qu'en achetant, en gagnant un salaire pour le travail ménager, on pouvait avoir plus de pouvoir. Ce n'était pas la révolution
mais c'était gagner plus de pouvoir pour contracter des conditions meilleures dans tous les aspects de notre vie. Non? Pour contracter des... Alors, par exemple, lorsqu'une femme va apprendre un travail hors de la maison, tous les employeurs savent que tu es désespéré, que tu es habitué à travailler sans payer. C'est pour ça que les femmes ont des salaires non, plus bas que les hommes. Parce que les employeurs connaissent, elles savent très bien que nous sommes habitués à travailler non, sans être payés. Alors, nous n'avons pas de pouvoir contractuel. Alors, nous avons dit, si nous voulons non, à travailler hors de la maison, nous le pouvons faire dans une situation de plus grand pouvoir social. Et nous pouvons contracter aussi des relations différentes avec les hommes. Bon, le temps est... Alors, deuxième question. Nous avons été attaqués par tous, non? Soit la gauche des hommes, les femmes, les féministes radicales, les féministes libérales, les féministes socialistes. Et deux critiques, je veux parler de deux critiques qui se sont faites beaucoup de fois. Une, non, que c'était comme un slogan. Ah, le salaire au travail ménager va à institutionnaliser les femmes dans la maison. Alors, beaucoup de femmes et des gauchistes ont interprété cette revendication comme dire, bon, tu vas à gagner le salaire et tu vas être emprisonné dans la maison pour la vie. Non? Et la lutte des femmes doit être que tu vas salir de la maison. Non? Mais nous avons dit, nous sommes déjà institutionnalisés. Que ce type de critique ne voyait pas le fait que la femme était déjà institutionnalisée. Que beaucoup de femmes ne pouvaient pas sortir de la maison parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait rien, parce qu'ils ne pouvaient payer pour le bus, pour un train, pour une vacance, pour aller au cinéma, pour faire beaucoup de choses. Non? Et nous avons vu aussi que ce qui s'est passé dans les années non, a confirmé notre analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que dans les années 60, que dans les années 80, 1980, 1990 et après, non, beaucoup de travail domestique a été transféré sur les épaules des femmes migrantes. Alors, les mêmes féministes que nous ont critiqués, parce que nous voulons institutionnaliser des femmes dans la maison, ne se sont pas préoccupés qu'il y avait des femmes migrantes qui ont été institutionnalisées dans conditions même pires, qui ont été institutionnalisées. Qu'aujourd'hui, il y a milliers et milliers de femmes migrantes dans la grande part du monde, alors que d'autres femmes sont allées à se libérer dans le travail extra-domestique. Et nous savons très bien que le travail que la majorité des femmes ont gagné avec la globalisation dans les années, dans les dernières décades, son travail misérable, que nous avons donné pas de sécurité sociale, travail précaire, nos travail mal payés qui ne sont pas vraiment suffisants à nous donner une vraie autonomie. Non? Alors, je crois qu'en prospective, non, en gardant ce qui s'est passé, non, on peut voir que beaucoup de les critiques qui ont été faites n'avaient pas de fondement. Étaient critiques de femmes qui voyaient le féminisme comme une façon pour monter, non, pour faire une carrière, non, pas pour changer la situation des femmes à niveau général et aussi pour empêcher comment on dit, construire des stratégies anticapitalistes.
Non? Une autre criticisme, une autre critique venait surtout de la gauche, non? Non, c'était la critique, non, que bon, nous vont à extendre les rapports marchands, non? Nous vont extendre les rapports marchands en territoire et une part de notre vie, non, où il n'y a pas de rapport marchand. Non? Que je crois que c'est une critique qui se fait aussi aujourd'hui contre les étudiantes. Non? Mais nous avons dit, s'il y a le rapport marchand déjà existe, non? Et même s'il n'y a pas de salaire, le non-salarié doit payer lorsqu'ils vont à une négoce à acheter de la viande ou acheter des végétales. Tu n'es pas hors du rapport marchand parce que tu n'es pas salarié. Et penser que la famille, penser que la sexualité, penser que la vie qu'on dit privée, qui n'est pas privée de tout, n'est pas privée du tout, est organisée par l'État. Une femme canadienne, Boo Watson, une chantante non féministe qui était part de notre campagne, a fait une chanson très très bonne, très puissante des années 70. Elle a dit qu'elle chantait que l'État est venu dans notre lit. Non? Nous avons l'État dans notre vie, pas seulement que l'État s'est infiltré, non, dans tous les aspects de notre vie intime. Alors pensez à la vie domestique et à les relations sexuelles, familiales, comme un paradis où il n'y a pas de capitalisme, où il n'y a pas de relations marchandes. C'est vraiment une délusion, non? C'est vraiment fort. Bon, je vais laisser pour le moment le salaire au travail ménager et passer à parler, parce que je veux accélérer et je vais parler de la connexion avec la question du salaire aux étudiants. Non? Bon, je veux dire que dans les années 70, en Italie, il y avait tout un mouvement de jeunes, des étudiants, qui luttaient pour le pré-salaire. Non? Elle voulait l'appeler le pré-salaire. Elle disait, ils ont fait une analyse qui était très intéressante et qui était très prête de notre analyse. Elle disait, nous allons à l'école apprendre un certificat, non? Un diplôme, pas parce que nous le voulons ou nous aimons l'école, non? Mais c'est une imposition sociale. Nous allons à l'école, non, apprendre un diplôme parce qu'on dit que si tu ne prends pas un diplôme, tu vas à limpier la rue. Non, tu vas à faire des travaux qui vont être mal payés et vraiment misérables. Alors, ils ont dit, nous allons à l'école parce que les capitalistes, non, ont besoin d'une classe ouvrière plus préparée, plus productive, non? Alors, ils doivent payer pour ça. L'école, c'est un terrain dans lequel nous préparons à être exploités. Non? Nous voulons, non, l'école, ce qu'on doit apprendre à l'école, à travers de l'histoire, de la mathématique, la musique, quelque chose. On va prendre la discipline d'être un bon travailleur et une bonne travailleuse. C'est une préparation à l'exploitation. Non? Et les étudiants sont producteurs de connaissances. Non? Elles ne sont pas seulement des gens passifs, non, qui reçoivent l'enseignement, mais elles sont coproducteurs de connaissances. Alors, ils doivent nous payer. Ça, c'était dans les années 60-70. Non? Et dans les États-Unis aussi, il y avait aussi des hommes dans la gauche. Pas tous les hommes dans la gauche étaient contre nous, heureusement. Heureusement, nous avions aucune qui ont appris, qui ont compris que ce que nous disions était important pour eux aussi.
non? Et qu'ils ont usé notre analyse, non? Pour faire une campagne pour le salaire pour les étudiants. Alors, si vous allez à la table là, il y a un petit livre, quelqu'un pour le ici, s'appelle Wages for Students, salaire pour les étudiants. Ça, ce petit livre a été écrit en trois langues, a été écrit en 1975. 1975. Yeah. Et salaire pour le travail, d'étudier. Non? Et la théorie est la même. Non? L'école est une usine. L'école est une usine. Non? On va à l'école produit les futurs travailleurs. Non? Et sa mission est de préparer à être plus discipliné, plus docile, plus préparé, plus productif. Alors, si tu vas à l'école pour bénéficier des futurs employeurs, elle doit te payer. C'est logique, non? Mais le scandale est qu'aujourd'hui, on doit payer pour être exploité. On doit payer pour sa préparation à l'exploitation. Non? Les choses ont changé beaucoup. Il y a eu vraiment une grande débâcle. Une fois, les étudiants se sentaient intitulés à demander un salaire pour étudier. Non? Et maintenant, ils vont payer, non, pour se préparer à être exploités. Non? Alors, je crois qu'il faut réfléchir. Et bon, je crois que beaucoup de criticisme, non, qu'on a fait contre la campagne au salaire pour le travail ménager, aujourd'hui, non, sont adressés à ceux qui se battent pour le salaire aux étudiants. Non? Pour le salaire aux étudiants. On dit, mais l'éducation, on m'a dit que lorsque tu demandes un salaire pour les étudiants, on te dit, mais tu vas apporter des rapports marchands dans l'éducation, mais l'éducation c'est une chose comme sacrée, tu ne dois pas, et que les professeurs le disent, les professeurs qui prennent des salaires très forts, non? Alors j'ai proposé à les copains qui m'ont dit ça, j'ai dit, pourquoi ne faire pas un bon discours de dire, nous allons à démarchandiser l'université. Tous les professeurs doivent renoncer à son salaire. Parce que l'éducation est une chose sacrée. Ça, c'est le chemin plus rapide pour décommercialiser l'éducation. Ceux qui s'opposent non, au salaire pour l'étudier, non, doivent sacrifier son salaire, comme contribue à la démarchandisation de la société. Non? Alors, non, en réalité, l'université, l'école, à tous les niveaux, primaire, secondaire, tertiaire, aujourd'hui est une usine, est une entreprise. On dit, comment on dit entreprise? Enterprise, non? Comment on dit, l'intervention de les compagnies, de les corporations, de l'armée est tant forte que parler de l'éducation comme un terrain, non, qui doit être laissé libre de relations marchandes est vraiment un scandale, non? Bon, est vraiment un scandale. Et deux choses qui m'ont demandé de souligner, non? Une, que, bon, l'importance de voir, non,
que l'importance de la lutte contre le travail non payé. Non, l'importance de voir que lorsque nous, comme on dit, faisons une lutte contre le travail non payé, que ce soit le travail ménager, que ce soit le travail des étudiants, non, et qui ne sont pas les seuls. Comme je dis auparavant, est une condition que se va apprendre. Dans beaucoup de pays et de lieux aujourd'hui, non, avant de prendre un travail, il y a des gens qui font des mois et mois et mois de travail non payé en espérant de pouvoir gagner un travail. Non? Bon, en luttant contre ça, non, nous pouvons connecter notre lutte. Nous pouvons connecter notre lutte avec la lutte de beaucoup de secteurs de la population. Non? Parce que le terrain de lutte, non, contre le travail non payé, que ce soit le travail esclavisé, que ce soit le travail colonisé, que ce soit le travail ménager non payé que les femmes ont fait, non? C'est un terrain qui est tout connecté, non? Alors, aujourd'hui, on parle de la nécessité de lutte intersectionnelle. Et je crois que, par exemple, dans notre campagne, nous avons commencé à voir la connexion, non, de la lutte des femmes, non, con la lutte de ceux qui ont été esclavisés, femmes et hommes, non, de les femmes non esclavisées, parce que nous avons vu que le racisme et le sexisme ont les mêmes racines, en forme d'exploitation que la société capitaliste ne peut pas reconnaître, non? Et que nous sommes dans une société où le type de travail qui ont produit plus de richesses sont les mêmes types de travail qui ont été plus occultés comme producteurs de richesses, non? Alors qu'on voit toujours l'usine, par exemple, l'esclavage a produit le capitalisme s'est nourri de esclavage, de labeur esclave, non? Et je crois qu'en gardant au travail non payé, nous pouvons voir les connexions qui existent potentiellement, qui sont connexions qui sont la base matérielle d'une potentielle collaboration et unification de lutte. Et je crois, pour conclure, que l'importance aujourd'hui, non, de cette lutte est très forte, surtout dans un contexte de néolibéralisme comment on dit, triomphante, non? Parce que la politique économique qui domine aujourd'hui à niveau global, non, est en train de causer, non, est en train de causer une crise de reproduction sans précédent. En beaucoup de pays, on m'a dit que même dans la période coloniale, il n'y avait pas tant de misère, non? Comme la misère qui a été produite par la globalisation, les ajustements structurels, etc. Alors, cette lutte, non, de contraster à les nouvelles formes d'esclavisation. Les nouvelles formes d'esclavisation qui s'infiltrent à travers de l'expansion du travail non payé, non, occulté de beaucoup de formes, avec beaucoup de formes d'occultement. Je crois que c'est vraiment une lutte fondamentale et une lutte qui peut unifier beaucoup de secteurs, non, de
du prolétariat à niveau global. Et je vais m'arrêter ici. Merci.